Imagine que tu enterres un tronc d'arbre et une bande de cuivre dans le même trou, que tu l'arroses une fois et que tu t'en ailles tout simplement. Cela semble presque trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Mais j'ai appris qu'en l'espace de quelques semaines, le bois commence à attirer l'humidité de toutes les directions, à gonfler comme une éponge et à la stocker même en cas de sécheresse. Des bactéries colonisent ensuite le bois en décomposition et commencent à libérer des électrons, un véritable courant électrique directement dans le sol environnant. En même temps, le cuivre réagit avec les minéraux et l'humidité du sol et produit sa propre tension constante. J'ai observé comment les racines poussent vers lui et comment les nutriments liés dans le sol sont libérés et deviennent disponibles pour mes plantes. Ce système, ai-je constaté, continue de fonctionner silencieusement et de manière invisible pendant des années. Il ne nécessite pas de piles, pas d'engrais, pas de facture d'électricité, rien à brancher et rien à racheter. La science derrière tout cela est étonnamment documentée depuis 1841. J'ai découvert qu'une ancienne civilisation de la région de l'Amazonie utilisait une version de cette méthode pour créer des sols si fertiles qu'ils produisaient encore de la nourriture des années plus tard, sans aucune utilisation de produits chimiques. J'ai été fasciné d'entendre que personne n'avait jusqu'à présent été capable de copier entièrement leur procédé. Une tradition agricole allemande vieille de plusieurs siècles, que j'ai étudiée, prévoyait également d'enterrer des troncs d'arbres bruts pour créer des plates-bandes qui, après la deuxième année, n'avaient plus du tout besoin d'eau. Un horloger écossais m'a prouvé que la terre sous nos pieds est une batterie, et j'ai entendu parler d'un fermier du Kentucky qui utilisait des bobines enterrées pour alimenter des lumières électriques directement à partir du sol. Ce ne sont pas, comme je l'ai compris, 4 astuces différentes, mais 4 parties d'un secret d'une rare grandeur. Un secret qui a été discrètement et silencieusement enterré par une industrie qui profite de l'épuisement des sols et de notre dépendance en tant que jardinier. Je vais te montrer exactement dans les prochaines minutes comment ces pièces du puzzle s'assemblent. Tu verras ce qui se passe lorsque nous les combinons dans une plate-bande de jardin, et je t'expliquerai pourquoi, dans l'agriculture conventionnelle, personne ne m'a jamais dit que cela était même possible. Mon histoire commence avec un tronc de bois et je ne parle vraiment de rien de spécial. Juste une branche morte, un vieux piquet de clôture ou peut-être un morceau de bois de chauffage que je n'ai jamais brûlé. J'ai appris que les paysans en Allemagne et en Europe de l'Est enterrent du bois sous leurs plates-bandes de jardin depuis des siècles. Ils appellent cela la culture sur butte. Cette technique a été rendue célèbre par le paysan de montagne autrichien Sepp Holzer, qui a aménagé de telles plates-bandes même à des altitudes alpines, là où la plupart des gens considéraient l'agriculture comme impossible. Mais la pratique elle-même est bien plus ancienne, comme je l'ai découvert. Les paysans d'Europe centrale et orientale l'ont pratiquée pendant des générations, sans lui donner de nom ni avoir de manuel, uniquement par l'observation. C'était simple. Enterre le bois et regarde ce qui pousse. La méthode, telle que je l'ai apprise, est vraiment simple. Je creuse soit une tranchée, soit j'empile des troncs directement sur le sol. Ensuite, j'y superpose des branches, des feuilles et du compost. Je recouvre le tout de terre et je plante directement dessus. Je sais que ces buttes peuvent mesurer entre 60 cm et 1,80 m de haut. Une indication vraiment importante concernant le choix du bois que je souhaite te donner, j'utilise exclusivement du bois dur non traité, c'est-à-dire du bois d'arbres fruitiers, d'érable, de chêne, de bouleau ou d'aulne. Je n'utiliserai jamais de bois imprégné en autoclave, car il contient de l'arsenic et des composés de cuivre qui pourraient empoisonner mon sol. Pour la même raison, j'évite également le bois verni ou lasuré et je me tiens absolument à l'écart du noyer noir, qui libère un produit chimique appelé juglone qui tuerait la plupart de mes plantes de jardin. Le cèdre et le séquoia se décomposent extrêmement lentement, ce qui peut retarder le processus. Je te conseille de t'en tenir à du bois qui commence déjà à ramollir. Avec cela, tu as le meilleur départ. Ce qui se passe ensuite est toujours pour moi la partie la plus intéressante. Le bois enterré commence à se décomposer et pendant qu'il se désagrège, il absorbe l'eau comme une éponge. J'ai lu qu'un seul tronc enterré peut stocker plusieurs fois son propre poids en humidité. En période de sécheresse, cette eau stockée est restituée au sol environnant et maintient les racines hydratées sans la moindre goutte provenant du tuyau d'arrosage. J'ai constaté que plus la masse de bois est importante, plus la quantité d'eau stockée est grande.
Les jardiniers expérimentés qui construisent ces plates-bandes assez hautes me rapportent qu'après la deuxième année, ils n'ont plus du tout besoin d'arroser. Imagine ce que cela signifie, une plate-bande de jardin qui s'arrose toute seule uniquement grâce à l'eau de pluie stockée qui est lentement libérée par le bois en décomposition. Pas de tuyaux goutte à goutte, pas de minuterie, pas de facture d'eau, juste du bois, de la gravité et de la patience. Je sais que dans les climats sujets à la sécheresse comme le sud de la Californie, les jardiniers ont même inversé la technique et enterré le bois sous terre au lieu de le mettre en butte. Et les résultats sont les mêmes. Le bois retient l'eau et mes plantes boivent quand elles en ont besoin. Mais j'ai découvert que l'humidité n'est que le début. Le processus de décomposition génère également de la chaleur. Des milliards de micro-organismes qui travaillent à l'intérieur du bois en décomposition produisent de l'énergie thermique comme sous-produit de leur digestion. J'ai constaté que la température dans une plate-bande de culture sur butte en décomposition peut être de plusieurs degrés plus chaude que le sol environnant. Cela signifie que ma saison de plantation commence des semaines plus tôt sur une plate-bande de culture sur butte, car la terre à la surface est plus chaude. Même les cultures sensibles au gel survivent plus longtemps jusqu'en automne. Le bois enterré ne stocke donc pas seulement de l'eau, il chauffe le sol de l'intérieur et crée un microclimat qui prolonge ma saison de culture dans les deux sens, sans un seul watt d'énergie artificielle. J'observe comment le bois continue de se désagréger au fil des mois et des années, nourrissant ainsi une explosion de la vie du sol. Les champignons colonisent d'abord les troncs et envoient des fils de mycélium blanc à travers le bois, comme un internet souterrain. Ensuite, les bactéries suivent, les vers arrivent. Les coléoptères, les colamboles et les acariens s'installent. Le bois en décomposition devient un véritable habitat, une ville pour les organismes qui décomposent la matière organique et la transforment en forme que les racines de mes plantes peuvent absorber directement. Je constate que la plate-bande devient chaque année plus fertile, au lieu de s'appauvrir. Une plate-bande sur butte que j'ai construite avec de gros troncs peut produire pendant une décennie, ou même plus, avant que le bois ne soit complètement décomposé. Et quand ce moment arrive, il reste une terre profonde, sombre et friable que moi et d'autres jardiniers décrivons comme le meilleur substrat avec lequel nous ayons jamais travaillé. Lors de mes tests comparatifs, les plates-bandes de culture sur butte ont produit des légumes plus nombreux et plus gros que mes plates-bandes surélevées traditionnelles, et ce avec moins d'arrosage et moins d'engrais. Je peux dire avec conviction que le bois a fait le travail. Mais voici quelque chose que même la plupart des jardiniers adeptes de la culture sur butte que je connais ne soupçonnent pas. Ce bois en décomposition fait quelque chose de bien plus étrange que de simplement stocker de l'eau et nourrir des vers. C'est quelque chose qui n'a été prouvé dans un laboratoire universitaire qu'il y a 2 ans. J'ai lu qu'en l'an 2024, une équipe de l'université Northwestern a publié une étude sur un appareil qu'ils ont appelé pile à combustible alimentée par la Terre. Il avait à peu près la taille d'un livre de poche et fonctionnait en récoltant les électrons libérés par les bactéries pendant qu'elles digéraient la matière organique dans le sol. J'ai immédiatement reconnu qu'il devait s'agir de la même espèce de bactéries qui colonisent mon bois enterré et du même processus de décomposition qui alimente chaque plate-bande de culture sur butte jamais construite. Les chercheurs l'ont testé dans des conditions humides et sèches. Il a fonctionné dans les 2 cas et j'ai trouvé les chiffres remarquables. La pile à combustible a produit 68 fois plus d'énergie qu'il n'en fallait pour faire fonctionner les capteurs embarqués et la transmission de données sans fil. L'ingénieur en chef a expliqué que la pile à combustible pourrait potentiellement durer éternellement tant qu'il y a du carbone organique dans le sol que les microbes peuvent décomposer. Je savais que les piles à combustible microbiennes basées sur le sol existaient en fait depuis plus d'1 siècle. La première a été démontrée dès 1911, mais l'équipe de l'université Northwestern a été la première à faire fonctionner une pile de manière fiable dans des conditions extérieures réelles. Je voudrais te demander de reconsidérer ce résultat. Tant qu'il y a du carbone organique dans le sol, je me demande, qu'est-ce qu'un tronc enterré ? C'est du carbone organique. Et que font les bactéries lorsqu'elles le décomposent ? Elles libèrent des électrons. Que produisent les électrons qui circulent à travers un milieu conducteur ? Très clairement, de l'électricité. Ton bois enterré ne stocke donc pas seulement de l'eau et ne produit pas seulement de la chaleur, il génère également un courant électrique,
grâce à l'activité microbienne. Le sol autour d'un tronc en décomposition est, tel que je l'ai compris, une batterie vivante, et elle fonctionne sous les pieds de chaque forêt sur Terre, bien avant que nous, les humains, n'existions. Personne ne l'a commercialisée car, comme je le suppose, personne ne pouvait la vendre. Eh bien, voyageons ensemble à 5000 km vers le sud. J'ai appris avec fascination que, profondément dans la forêt tropicale amazonienne, des scientifiques ont découvert des parcelles de terre qui sont si noires qu'elles ont l'air d'avoir été teintes avec de l'encre. Les habitants les appellent Terra de Indio, la terre noire des Indiens. Je trouve que ce sol ne devrait en fait pas exister. Le sol naturel de l'Amazonie est fin, acide et pauvre en nutriments. La chaleur tropicale décompose la matière organique si rapidement que rien ne s'accumule. Y cultiver des plantes utiles pendant plus d'une saison est presque impossible. Pourtant, ici, entouré par les pires terres agricoles du monde, il y a des parcelles de terre si riches qu'elles produisent des récoltes depuis plus de 2000 ans. La couche fertile atteint jusqu'à 2 mètres de profondeur et j'ai lu qu'elle contient de 3 à 18 fois plus de carbone que le sol de la jungle environnante. Les villageois l'extraient encore aujourd'hui et la vendent sur les marchés brésiliens comme terreau de première qualité. Pendant des décennies, les scientifiques se sont disputés pour savoir si cela était naturel ou créé par la main de l'homme. C'est ainsi que j'ai suivi l'affaire. Puis, des archéologues ont trouvé des tessons de poterie, des arêtes de poissons et la signature indubitable de charbon de bois fabriqué intentionnellement dans tout le sol. J'ai réalisé que les peuples autochtones de l'Amazonie l'avaient conçu de manière ciblée. Ils prenaient du bois et le chauffaient dans des fosses pauvres en oxygène pour expulser les huiles volatiles et produire du charbon de bois. Ce qui est important ici, ce ne sont pas des cendres, mais du charbon de bois. Un solide stable, poreux et riche en carbone, que nous appelons aujourd'hui charbon végétal ou biochar. Ils le broyaient, le mélangeaient avec des déchets de cuisine, des déchets de poisson, du fumier et des tessons de poterie et l'incorporaient dans leur jardin au fil des générations. Avant que ces sites ne soient correctement documentés, la plupart des historiens niaient tout simplement que l'Amazonie ait pu nourrir de grandes civilisations. Ils regardaient simplement la mauvaise terre. Voici le détail incroyable qui a changé ma vision du charbon de bois pour toujours, et je pense qu'il changera aussi la tienne. 1 gramme de charbon végétal à base de bois contient jusqu'à des mètres carrés de surface interne. Ce n'est pas une métaphore, c'est une mesure réelle. Sous le microscope, le charbon de bois ressemble à un nid d'abeilles composé de minuscules tunnels, chambres et passages taillés dans du carbone pur. J'ai appris que si l'on dépliait toutes les surfaces internes d'1 seul gramme et qu'on les posait à plat, elles couvriraient plus de surface qu'un grand appartement. Ces pores créent un habitat pour des milliards de micro-organismes, de bactéries et de champignons qui décomposent la matière organique et fournissent des nutriments directement aux racines de mes plantes sous des formes que celles-ci peuvent absorber immédiatement. Les pores retiennent l'eau dans un sol sablonneux qui autrement se dessécherait en quelques heures et améliorent l'aération dans une argile lourde qui autrement étoufferait les racines. Le charbon tamponne l'acidité du sol et augmente le pH pour atteindre la plage que la plupart de mes cultures préfèrent. Cependant, la propriété qui relie tout pour moi dans cette vidéo est de nature électrique. Le charbon végétal possède une forte charge de surface négative. Je sais que sa surface est recouverte de groupes chimiques contenant de l'oxygène, des groupes carboxyle et hydroxyle, qui lui confèrent ce que les pédologues appellent une capacité d'échange cationique. En termes simples, j'imagine qu'il agit comme un aimant pour les ions nutritifs. Les particules chargées positivement, comme le calcium, le potassium, l'ammonium, le zinc et le magnésium, sont attirées par la surface du charbon végétal et y sont retenues au lieu d'être emportées par la prochaine averse. Un sol normal laisse les nutriments s'infiltrer directement, mais le charbon végétal les intercepte et les stocke exactement dans la zone des racines, là où mes plantes peuvent réellement les utiliser. Et point crucial pour le système que nous construisons ici, le charbon végétal augmente la conductivité électrique de tout sol auquel je l'ajoute. Des études spécialisées de plusieurs pays me le confirment. Ajoute du charbon végétal et le sol conduit mieux l'électricité. Je n'améliore pas seulement le sol avec des nutriments, je l'améliore pour en faire un meilleur milieu électrique. Cette seule propriété est pour moi le pont entre le charbon de bois antique et le cuivre victorien.
Et c'est ici qu'entre en scène le troisième secret enterré, tel que je le vois. J'ai découvert qu'en l'an 1841, un horloger écossais nommé Alexander Bain a pris une plaque de zinc et une plaque de cuivre, les a enterrées à environ 1 mètre l'une de l'autre dans un sol humide et les a reliées avec un fil. J'ai été étonné de voir que le sol produisait environ 1 volt de courant continu constant. Je sais que le zinc est plus réactif que le cuivre. Lorsque les deux métaux se trouvent dans un milieu contenant des ions dissous, le zinc commence à céder des électrons. Ces électrons veulent atteindre le cuivre. Si les deux plaques sont reliées au-dessus du sol par un fil, les électrons prennent le chemin facile, circulent à travers le fil et produisent de l'électricité utilisable. Sous la Terre, le sol humide transporte des ions chargés entre les plaques pour fermer le circuit électrique. Le sol ne maintient pas seulement les métaux en place, il participe activement à la réaction. J'ai appris que chaque minéral dissous, chaque trace de sel, chaque acide organique dans les eaux souterraines devient une partie de l'électrolyte. Plus le sol est humide, plus le courant est fort. Plus la terre est riche en minéraux, plus la batterie dure longtemps. Bain a utilisé ce courant pour alimenter la première horloge électrique du monde et je trouve fascinant que son brevet britannique numéro 8763 en décrive chaque détail. L'appareil a fonctionné pendant des mois. Pas de remontage, pas de remplissage, pas d'entretien, juste un courant silencieux tiré de la chimie du sol sous ses pieds. J'ai lu qu'en l'espace de quelques années, des compagnies de télégraphe dans toute la Grande-Bretagne ont adopté le même principe. Elles ont enterré des plaques de cuivre et de zinc sous des stations relais et ont utilisé le sol comme conducteur de retour pour les signaux électriques. La méthode du retour par la Terre a considérablement réduit les coûts de construction des lignes télégraphiques car elle a réduit de moitié le besoin en fil de cuivre. Les gares le long de la ligne d'Édimbourg à Glasgow étaient alimentées par l'électricité provenant du sol. Les ingénieurs ont documenté, comme je l'ai appris, que l'orientation des plaques du nord au sud, suivant la direction des courants telluriques naturels de la Terre, augmentait les performances. L'enfouissement plus profond de la plaque de zinc par rapport à la plaque de cuivre augmentait encore la tension. Un sol humide fonctionnait le mieux, un sol sec interrompait le courant. Mais lorsque les conditions étaient réunies, ces batteries terrestres fonctionnaient pendant des mois sans surveillance. J'imagine comment la Terre était pleine d'électricité et comment les ingénieurs victoriens l'utilisaient en silence pour relier tout un empire. Mais voici pour moi le détail qui aurait dû déclencher une révolution agricole et qui ne l'a jamais fait. Les travailleurs du télégraphe et les paysans ont remarqué que l'herbe qui poussait directement au-dessus des plaques enterrées était différente. Elle était plus sombre, plus épaisse, plus haute, pas seulement un peu, mais de manière si frappante qu'on pouvait la voir de loin. J'ai lu comment un chef de gare dans le Yorkshire a pointé du doigt une bande verte luxuriante qui courait directement le long d'une ligne de retour enterrée. L'herbe des deux côtés était ordinaire et pâle, mais au-dessus du cuivre et du zinc, la végétation avait l'air d'appartenir à un autre climat. Un gardien de terrain dans l'Essex a même plaisanté en disant que l'herbe savait où se trouvaient les fils. Je sais que ce modèle s'est répété dans toute l'Angleterre et l'Écosse, le long des remblais ferroviaires boueux et des routes de campagne, partout où le sol conduisait l'électricité entre deux métaux enterrés. Mais personne n'a publié d'études, personne n'a envoyé de chercheurs, personne n'a fait le lien entre l'herbe verte et la batterie enterrée. L'observation a été transmise de bouche à oreille, puis a disparu en silence. Ce silence devait durer près d'1 siècle, comme je l'ai appris. Un fermier du Kentucky, nommé Stubblefield, a poussé la batterie terrestre plus loin que quiconque aurait pu l'imaginer. En l'an 1898, il a breveté une bobine électrolytique en fil de cuivre et de fer, enroulée autour d'un noyau de fer et enterrée dans de la terre humide. Le bureau des brevets l'a appelé une batterie, mais Stubblefield l'a appelé un récepteur et a insisté sur le fait que l'appareil interceptait l'énergie électrique qui circulait déjà à travers le sol. Il a utilisé le courant pour alimenter des lampes à arc sur sa ferme qui brûlaient 24 heures sur 24 sans interruption. Son fils Bernard m'a témoigné que les lampes étaient suspendues dans les arbres, leurs bobines enterrées près des racines et qu'elles ne s'éteignaient jamais.
Les voisins pouvaient voir la lueur depuis la route, et je trouve remarquable qu'il n'y ait eu aucun fil. La ferme de Stubblefield était à des kilomètres du réseau électrique le plus proche. Il a également utilisé le courant pour transmettre la voix humaine sans fil à travers le sol. J'ai lu que la veille de Noël de l'an 1901, un groupe d'enfants dans sa maison a entendu le Père Noël parler à travers un récepteur, sans aucun fil et sans source d'alimentation conventionnelle. Je trouve important de réfléchir à l'année que c'était. Marconi n'allait envoyer de simples clics à travers l'Atlantique qu'en décembre de la même année, mais Stubblefield transmettait déjà une voix humaine claire. Je sais que 1000 habitants de Murray, dans le Kentucky, ont été témoins d'une démonstration publique sur la place du marché. Il l'a montré à Washington DC sur le fleuve Potomac, en transmettant depuis un bateau à vapeur en mouvement vers la rive. Les journaux de tout le pays en ont parlé. Ensuite, Stubblefield, selon la tradition, s'est retiré dans la paranoïa, a refusé de commercialiser son invention et a été retrouvé mort de faim en l'an 1928 dans une cabane, entouré de ses bobines enterrées. J'ai fait des recherches, son brevet est toujours enregistré et la conception de la bobine produit toujours de l'électricité. Cependant, l'homme qui l'a prouvé a été effacé de la l'histoire. Effacé. Eh bien, je t'ai donc présenté 3 technologies. Chacune découverte indépendamment, chacune documentée, chacune enterrée. Il y a le bois qui stocke l'eau, produit de la chaleur et, par décomposition microbienne, alimente un courant électrique vivant. Ensuite, le charbon de bois, qui recable la chimie du sol, attire et retient des nutriments grâce à sa charge électrique et perdure pendant des siècles sans se décomposer. Et enfin, le cuivre et le zinc, qui génèrent une tension galvanique constante, mobilisent les nutriments liés par électrolyse et attirent les racines vers le courant grâce à une réaction biologique documentée appelée électrotropisme. Ce sont, comme je le vois, 3 systèmes, 3 formes d'énergie, tous enterrés, tous gratuits. Et voici pour moi la découverte cruciale. Ces systèmes ne sont pas seulement compatibles, ils sont synergiques. J'ai constaté que chacun d'eux permet aux 2 autres de mieux fonctionner. Le biochar augmente la conductivité électrique du sol, ce qui renforce la réaction galvanique. Le courant galvanique mobilise les nutriments que le biochar capture et retient. Le bois en décomposition fournit aux microbes du carbone organique qui génère de l'électricité biologique et offre à ces microbes un foyer permanent. L'eau stockée dans le bois maintient le sol humide, ce qui fait fonctionner à la fois la cellule galvanique et la pile à combustible microbienne. Je sais que le système fonctionne aussi si l'on retire une partie, mais si l'on combine les 3, on obtient quelque chose qui se renforce avec le temps au lieu de s'épuiser. Je trouve que la chronologie nous raconte ici une histoire importante. Fritz Haber et Karl Bosch ont percé le secret de la production industrielle d'ammoniac en 1909. En 1913, la première usine fonctionnait en Allemagne. Ce qui nécessitait autrefois des années de rotation des cultures ou des tonnes de fumier pouvait désormais être livré dans un sac rempli de cristaux blancs. J'ai vu les chiffres. Les agriculteurs américains ont dépensé 300 millions de dollars pour des engrais synthétiques en 1945. En 1975, ce chiffre avait grimpé à plus de 3 milliards. Une multiplication par 10 en l'espace d'une génération. Le modèle économique était élégant et brutal, comme je le constate. L'engrais s'épuise, on en achète un nouveau au printemps suivant. Chaque hectare, chaque saison, une nouvelle facture. Une solution permanente, enfouie dans le sol. Des coûts uniques, sans revenus récurrents, n'avaient pas leur place dans cette économie. Voilà mon analyse. Ce n'est pas que les batteries terrestres et le biochar ont été réfutés. Ils ont été rendus économiquement non pertinents par un système basé sur des achats répétés. Et les preuves écrites que j'ai trouvées le prouvent. Le Comité britannique d'électroculture, fondé en 1918 sous l'égide du ministère de l'Agriculture, a passé près de 2 décennies à collecter des données sur le terrain. Leurs rapports ont documenté des augmentations de rendement considérables grâce aux méthodes électriques. J'ai été impressionné de voir que des physiciens, des biologistes, des ingénieurs électriciens et même des lauréats du prix Nobel siégeaient dans ce comité. Leurs références étaient impeccables. Puis, en l'an 1936, la même année où les engrais industriels ont envahi l'Europe, chaque rapport a été estampillé, non destiné à la publication et scellé dans les archives gouvernementales. J'ai entendu dire que seules 2 copies auraient survécu.
Le comité a été dissous sans explication. Les citations académiques pour la recherche sur les batteries terrestres et l'électroculture ont chuté de plus de 90% au cours des décennies suivantes. Exactement pendant la période où les ventes d'engrais battaient des records, je vois clairement qu'une courbe montait, l'autre s'effondrait. Aucun mémorandum secret n'était nécessaire, le marché a récompensé le jetable, pas le durable. Mais le sol, comme je l'ai appris, n'a pas oublié. Les sites de terra preta, créés avant le contact avec les Européens, sont encore fertiles aujourd'hui, sans aucun apport synthétique. Une étude sur le terrain de 10 ans publiée cette année m'a confirmé qu'une seule application de biochar continuait d'améliorer le pH du sol, la teneur en carbone et la disponibilité des nutriments une décennie entière après l'application. Les effets ne s'estompaient pas, ils s'intensifiaient même. Je sais aussi qu'en Chine, l'Académie chinoise des sciences agricoles a mené une expérience sur 3600 hectares, une surface plus grande que 6000 terrains de football, et a utilisé la stimulation électrique sur les cultures. Les rendements ont augmenté de près de 30% et l'utilisation de pesticides a chuté de 70 à 100%. Et mes propres plates-bandes de Hugel Culture, que j'ai construites avec de gros troncs, continuent de produire même après 10 ans ou plus. Le bois libère de l'eau et des nutriments pendant tout ce temps, tandis que la communauté microbienne devient plus riche et plus diversifiée à chaque saison. Les 3 systèmes fonctionnent, je peux te l'assurer. Ils ont toujours fonctionné. La seule chose qui a changé, c'est la question de savoir qui était attentif et qui payait pour la recherche. Venons-en maintenant à la partie pratique, à mon avis. C'est la partie où j'espère que tu arrêteras de regarder et commenceras à construire. Je vais te présenter 3 méthodes, de la plus simple à la plus avancée. Chacune fonctionne seule, mais j'ai constaté qu'en les combinant, elles créent quelque chose qu'aucune d'elles ne peut accomplir séparément. Méthode 1. La plate-bande de bois enterré. Je commence par chercher des troncs morts, des branches ou du bois non traité. Ensuite, je creuse une tranchée d'environ 60 cm de profondeur. Je pose les plus gros troncs au fond et j'empile de plus petites branches par-dessus. J'ajoute une couche de feuilles, de tonte de gazon ou de déchets de cuisine pour l'azote. Ensuite, je recouvre le tout d'au moins 15 cm de terre et je plante directement dessus. Lors de la première saison, j'arrose bien et ensuite, comme je l'ai appris, le bois prend le relais de l'arrosage pour moi. Il va absorber la pluie, la stocker et la restituer à mes racines pendant les périodes de sécheresse. Le processus de décomposition nourrit la biologie du sol et réchauffe la plate-bande de l'intérieur. C'est une installation unique et je n'ai plus d'entretien ni d'arrosage après la 2e année. Méthode 2. La couche de charbon. Pour cela, je prends du charbon de bois dur propre. Je fais attention à ne pas utiliser la sorte qui est souvent imbibée d'allume-feu et je la concasse à la taille de gravier. Je sais que je peux acheter du charbon de bois dur pur au supermarché. Ou si je veux le fabriquer moi-même, la méthode la plus sûre pour mon jardin est une combustion à tirage inversé dans un fût en acier, avec des trous au fond pour l'arrivée d'air. Je fais toujours cela à l'extérieur, dans une zone dégagée, loin des bâtiments, jamais dans des espaces clos, et je garde de l'eau à portée de main. Je le laisse refroidir complètement avant de le manipuler. Avant d'enterrer le biochar, je dois le charger. J'ai appris que le charbon frais est chimiquement affamé et que son immense surface absorberait initialement les nutriments du sol environnant, affamant temporairement mes plantes. Je fais tremper le charbon concassé pendant au moins 48 heures dans du thé de compost, de l'extrait de lombricompost, de l'émulsion de poisson diluée ou de l'urine diluée, une part d'urine pour 10 parts d'eau. Cela charge les pores de nutriments et de microbes bénéfiques, de sorte que le biochar donne immédiatement au lieu de prendre. Ensuite, je l'incorpore dans les 15 à 20 cm supérieurs de ma plate-bande, à environ 10 à 15% du volume. Je constate que le charbon augmente la conductivité électrique, maintient les nutriments dans la zone racinaire, tamponne le pH et offre un foyer permanent aux microbes bénéfiques. Il ne pourrira pas. Je sais qu'il sera encore là dans 100 ans, conservant toujours sa charge, attirant les nutriments et abritant la vie. Méthode 3. La batterie terrestre au cuivre et au zinc. Je prends un morceau de tuyau en cuivre d'environ 15 cm de long et un seul clou galvanisé.
J'ai appris qu'une paire par plante est la limite. Plus n'est pas mieux ici. Trop de zinc s'accumulerait dans le sol et stresserait mes plantes, et un excès de cuivre peut nuire aux vers de terre et aux microbes bénéfiques. J'enfonce le cuivre dans le sol d'un côté de ma plante et le cloue en zinc de l'autre, à environ 20 à 30 cm l'un de l'autre et à 15 cm de profondeur. L'humidité ferme le circuit galvanique. Un multimètre devrait alors m'indiquer entre 0,8 et 1,1 volts. Je sais que le courant mobilise les nutriments coincés dans des liaisons chimiques par un processus appelé électrolyse. J'ai observé comment les racines poussent vers le cuivre par électrotropisme. Le zinc se corrode lentement et libère des ions de zinc dont mes plantes ont besoin pour produire de l'auxine, leur principale hormone de croissance. Sans zinc, les plantes ne peuvent pas fabriquer de tryptophane, l'acide aminé au centre de la synthèse de l'auxine. Le zinc n'est pas gaspillé, il est consommé par la biologie qui l'alimente. Lorsque le clou en zinc est visiblement corrodé et que la tension chute en dessous d'un demi-volt, je le remplace par un nouveau. Le côté en cuivre dure généralement plusieurs saisons. Combinons-les maintenant. C'est la partie que personne d'autre ne m'a montrée, et je veux absolument te la montrer. C'est le système à 3 couches. Imagine-le comme la construction d'une machine vivante sous la terre. Niveau 1, la fondation. Je creuse ma tranchée à 60 cm de profondeur. Ensuite, je pose les plus gros troncs et branches au fond. Du bois dur non traité, bien sûr. Je bouche les trous avec de plus petits bâtons et des copeaux de bois. Je considère cela comme mon réservoir d'eau, mon moteur thermique et ma pile à combustible microbienne. Je sais que lorsque le bois pourrira au fil des ans, il absorbera des milliers de litres d'eau de pluie et les restituera lentement. La décomposition microbienne génère de la chaleur par le bas et produit un goutte à goutte constant d'électricité biologique. Niveau 2, la zone de charbon. Sur le bois, je répartis une épaisse couche de biochar chargée, mélangée à du compost, sur environ 10 à 15 cm d'épaisseur. Je vois cela comme mon aimant à nutriments, mon conducteur électrique et mon habitat microbien permanent. Je suis sûr que le charbon survivra au bois, au cuivre et probablement même à la clôture autour de ma propriété. Son immense surface capturera chaque ion nutritif libéré par le bois en décomposition et le maintiendra dans la zone racinaire. Sa conductivité électrique forme le pont entre le courant biologique d'en bas et le courant galvanique que je vais installer. Niveau 3, la zone racinaire. Je recouvre la couche de charbon avec 15 à 20 cm de ma meilleure terre de jardin. C'est ici que je plante. J'enfonce un tuyau en cuivre d'un côté de la zone racinaire et un clou en zinc galvanisé de l'autre. Je veille à laisser environ 20 à 30 cm de distance et 15 cm de profondeur. Souviens-toi de ce que j'ai dit, une paire par plante. Je n'exagère pas avec les métaux. J'ai appris que la terre enrichie en biochar entre les deux est un électrolyte supérieur par rapport à de la simple saleté. Cela signifie plus d'ions, une meilleure conductivité, une résistance moindre. La réaction galvanique est plus forte et dure plus longtemps. Les nutriments mobilisés par le courant électrique sont immédiatement interceptés par le biochar environnant. Je vois comment les racines poussent vers le cuivre par électrotropisme et atteignent ainsi la zone la plus riche en nutriments de toute la plate-bande. Atome par atome, saison après saison, chaque couche nourrit les autres, comme je l'avais imaginé. Le bois stimule la biologie par le bas. Le charbon retient la chimie. Le cuivre et le zinc conduisent l'électricité galvanique à travers la zone racinaire. L'eau est stockée dans les troncs et libérée en cas de besoin. La chaleur monte de la zone de décomposition. Les nutriments circulent en circuit fermé, mais rien ne se perd. Pour moi, tout s'additionne parfaitement ici. Je te recommande vivement de suivre tes résultats. C'est ce qui différencie l'expérimentation du simple vœu pieux, je trouve. Achète-toi un réfractomètre bon marché et mesure toutes les 2 semaines les valeurs Brix des feuilles de tes plantes. Je sais que le Brix mesure les sucres dissous et les matières solides. C'est un indicateur direct de la santé de la plante et de la densité nutritionnelle. Des valeurs Brix plus élevées signifient une plante plus saine, plus nutritive, qui est en outre plus résistante aux parasites. J'ai entendu dire que certains utilisateurs de l'électroculture
signale des augmentations du BRICS de 2 à 3 points en l'espace d'un mois. Mesure la tension avec un multimètre numérique. Si elle chute en dessous de 0,5 volts, le zinc doit être remplacé. Je photographie mes plantes chaque semaine à côté d'une règle. Je pèse ma récolte à la fin de la saison. Et très important, je mets toujours en place une rangée de contrôle, sans bois, sans charbon et sans métaux. Même terre, même eau, même soleil, même graines. Laisse les chiffres raconter l'histoire, documente tout. C'est ainsi que les observations d'arrière-cour deviennent une science reproductible. C'est ainsi que nous reconstruisons la chaîne de preuves qui a été enfermée il y a 90 ans. Il y a un dernier détail qui pour moi distingue ce système de tout le reste en agriculture. J'ai appris que les sols de Terra Preta en Amazonie ne sont pas seulement restés stables pendant des années, ils ont même grandi. Les scientifiques me confirment que le biochar crée un environnement si favorable pour les micro-organismes que la communauté microbienne attire constamment de nouvelles matières organiques dans la matrice du sol. Des feuilles fraîches tombent, les microbes les colonisent, les décomposent et intègrent le carbone dans la structure existante du biochar. Le sol se construit de lui-même. Il devient plus fertile chaque année sans intervention humaine. C'est le contraire de tout système de culture actuel, où chaque récolte épuise le sol et nécessite un nouvel achat d'engrais. Si je place du bois enterré sous le charbon, je nourris le système par le bas, tandis que la nature le nourrit par le haut. Je vois que le carbone entre de deux directions. L'électricité est générée à la fois par la chimie galvanique et par le métabolisme microbien. En même temps, l'eau est stockée, chauffée et libérée par le bois. Les nutriments sont attirés, retenus et fournis par le charbon. Cela devient un circuit fermé, un moteur vivant que j'ai créé. Pour moi, il s'agit aussi ici d'une vision plus large. Quand j'enterre du charbon, j'enferme du carbone dans le sol pour des siècles. Les arbres qui sont devenus ce charbon ont extrait le dioxyde de carbone de l'atmosphère par photosynthèse. La pyrolyse le transforme en une forme si stable qu'elle résiste à la décomposition pendant des milliers d'années. Chaque poignée de biochar que j'enterre est du carbone atmosphérique stocké de manière permanente. Je constate que les anciens Amazoniens n'ont pas seulement nourri leur famille, ils ont géré le plus ancien programme de stockage de CO2 au monde et cela a fonctionné. La preuve est toujours dans le sol. Le système à 3 couches que je t'ai montré fait la même chose. Il nourrit mon jardin et enterre du carbone en même temps. Pour moi, l'énergie infinie n'est pas un slogan marketing. C'est la description de ce que fait le sol quand on lui donne les bons matériaux et qu'on ne se met plus en travers de son chemin. Le bois se décompose et produit de l'électricité biologique et de la chaleur pendant une décennie. Le charbon conserve la charge et abrite des microbes pendant des siècles. Le cuivre et le zinc génèrent un courant galvanique pendant des années et le système entier se régénère de lui-même grâce à l'activité microbienne, attire du nouveau carbone organique de la surface et devient plus riche et plus profond à chaque saison. Je sais qu'aucune batterie ne fonctionne éternellement, mais un système qui se reconstruit à partir de ressources librement disponibles, comme la pluie, les feuilles mortes et la chimie du sol elle-même, s'approche de l'éternité autant qu'il est possible dans la nature. Je vois les chiffres énormes. L'industrie des engrais réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 200 milliards de dollars. Le marché des pesticides rapporte 60 milliards supplémentaires. Les deux dépendent du fait que je revienne chaque saison avec le portefeuille ouvert. Un tronc de bois enterré ne me coûte rien. Il se trouve probablement en ce moment même dans mon jardin. Un sac de charbon de bois dur coûte quelques euros. Un tuyau en cuivre coûte 3 euros. Un clou galvanisé coûte quelques centimes. Pour moi, c'est une installation unique qui se nourrit, s'arrose, se chauffe elle-même, génère sa propre électricité et devient plus forte dans le sol d'année en année. La raison pour laquelle cela n'est pas enseigné dans tous les cursus agricoles du monde n'est pas, à mon avis, que cela ne fonctionne pas, mais que cela fonctionne trop bien et trop durablement pour un système économique basé sur l'usure annuelle et le rachat constant. Je sais que le charbon que les anciens Amazoniens ont enterré avant même que l'Empire romain n'existe se trouve encore dans le sol aujourd'hui et produit de la nourriture sans engrais et sans entretien. Mes plates-bandes de hugelculture, que j'ai construites il y a 10 ans, sont toujours humides et fertiles, sans arrosage.
La batterie terrestre génère toujours de la tension. La bobine de Stubblefield fournit toujours du courant. Je vois clairement que la physique, la chimie et la biologie n'ont jamais changé. Les brevets sont disponibles, les sols sont prêts. La seule chose qui a changé, c'est qui contrôlait la conversation sur la façon dont la nourriture devait être cultivée. Je te le dis, l'expérience me coûte au total moins de 10 €. Le tronc est gratuit, le charbon ne coûte presque rien. Le cuivre et le zinc sont de simples restes de magasins de bricolage. La science est documentée depuis près de 2 siècles. La preuve pousse en Amazonie depuis 2 millénaires. Pour moi, la seule variable qui manque encore, c'est toi. Si cela a changé ta façon de voir ce qu'une poignée de terre peut accomplir, je te demande de l'envoyer à quelqu'un qui plante des choses. Je suis convaincu que la meilleure façon de déterrer une science oubliée est de la planter dans chaque jardin de la rue. Si tu veux entendre plus d'histoires comme celle-ci de ma part, abonne-toi à cette chaîne. Je sais qu'il y a encore bien plus de choses enterrées là-bas qui n'attendent que d'être trouvées par nous.